je m'en voudrais de ne pas commencer sans évoquer une question d'actualité. La question des sanctions contre Michel Joseph Martelly, ancien président haïtien. Est-ce que la France a une réaction? On sait que le Canada a vite fait de réagir. Je ne sais pas si c'est parce que le Canada avait d'abord ou en premier sanctionné Michel Martelly. La France, jusqu'à présent, n'a pas encore réagi. Si vous avez une réaction, elle serait quoi, monsieur l'ambassadeur? La réaction, ma réaction, moi, il ne m'appartient pas de commenter les mesures qui sont prises par les Américains ou les Canadiens ou d'autres pays concernant telle ou telle personnalité. Il m'appartient simplement de dire que nous considérons que l'outil des sanctions est un outil utile. Et que, pourquoi il est utile? Il est utile parce que, malheureusement, pour plein de raisons, les mesures qui pourraient être prises pour lutter contre l'impunité en Haïti sont en panne. Et que règne, pour un certain nombre de raisons, une certaine impunité s'agissant des actes de délinquance, s'agissant des crimes de sang, s'agissant... Et donc, il y a eu une réaction de la communauté internationale qui ne se limite pas d'ailleurs aux États-Unis, hein, mais ou au Canada ou à d'autres, mais qui est montée sur le plan multilatéral également. On a parlé des Nations Unies, qui a adopté une résolution à cet égard et qui a sanctionné un certain nombre de ressortissants haïtiens. Et on pourrait également parler de l'Union européenne qui a fait la même chose et qui a adopté une base juridique, un texte qui permet à l'Union européenne de sanctionner un certain nombre de personnalités. La question qui se pose lorsqu'on parle de sanctions, ce sont les preuves. Et donc, nous, ce que nous avons toujours dit, c'est que nous étions en faveur de l'outil, que nous le soutenions, donc ça répond à votre question, que ces sanctions sont destinées à encourager des modifications de comportement, et que nous soutenions également la possibilité pour les Nations Unies ou pour toute autre organisation multilatérale, notamment l'Union européenne, de prendre des sanctions qui soient autonomes, selon ses propres critères. Alors pour le moment, ça n'a pas été possible du côté de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a pris des sanctions contre un certain nombre de personnalités, mais ce sont des personnalités qui avaient déjà été sanctionnées par les Nations Unies. Et donc nous souhaitons, nous espérons, et nous sommes confiants que les Nations Unies pourront très bientôt prendre un certain nombre de sanctions dans les deux catégories de personnes. Et je crois que c'est important de le souligner. Bien sûr, il faut sanctionner les chefs de gang, les gangsters, ceux qui ont des armes à la main et qui d'ailleurs le médiatisent abondamment. Et il faut également sanctionner des personnalités du monde politique ou du monde des affaires qui ont leur part de responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les sanctions en général et sur cette mesure en particulier que nous apprécions. Jusqu'à présent, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que le régime des sanctions est un outil important. Mais si en Haïti, on vous entend dire ça, on va dire, mais écoutez, ça fait déjà longtemps qu'on parle de sanctions et la situation n'arrête pas de se détériorer. Comment parler d'outils importants alors que les bandits font le jeu, mènent le jeu, monsieur l'ambassadeur? Alors, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est à vous de vous prononcer. Moi, je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu de sanctions, la situation aurait été encore pire. Et que, dans une certaine mesure, les sanctions ont été utiles pour limiter les actes criminels ou les actes délinquants de certains. Et en particulier pour limiter le financement. Par des voies, disons, extra-légales des gangsters. Et on oublie trop souvent que les chefs de gang et les gangsters et les bandes armées ont besoin de financement. Elles ont besoin d'argent pour fonctionner, pour payer des armes, pour payer des munitions, pour payer leurs soldats. Ce sont des milices, et ces milices ont besoin de sources de financement. Comment trouvent-elles ces sources de financement?
elles trouvent leur source de financement, par exemple, en faisant des kidnappings crapuleux. Ils sont autonomes aujourd'hui. Nous n'avons jamais contesté le fait que, et c'est toute la complexité, que les gangs s'étaient autonomisés dans une certaine mesure et qu'elles avaient échappé à un certain nombre de contrôles politiques qui avaient existé dans le passé. Et c'est là la difficulté. Et ça ne veut pas, mais tirer ce constat de l'autonomisation des gangs ne signifie pas qu'il faut abandonner l'outil répressif. Encore une fois, moi, je souhaiterais que l'outil répressif soit plus efficace en Haïti. Il serait beaucoup plus légitime. Je l'ai dit à de très nombreuses reprises, les sanctions ne peuvent pas venir uniquement de l'international. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où un certain nombre de crimes très connus, très médiatisés, très instruits, et qui ont d'ailleurs certains ont fait l'objet d'ordonnances judiciaires extrêmement précises, n'ont pas donné lieu même à une quelconque arrestation. Je pense par exemple au massacre de la Saline, qui est parfaitement documenté, non pas par l'ambassade de France, non pas par l'ambassade du Canada, mais par le système judiciaire haïtien. Il n'y a eu aucune arrestation. Et là, on ne parle pas uniquement de gangsters. On parle de personnalités administratives qui avaient des responsabilités administratives et politiques à l'époque de ce massacre. Pourquoi n'y a-t-il pas d'arrestation? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc c'est pour combler ce vide que des sanctions sont intervenues de la part de certains pays. Et je le dis sans aucune ambiguïté. Ces sanctions ont été utiles dès lors qu'elles sont évidemment fondées sur des preuves et sur des éléments qui sont probants. Donc, sur ce sujet, quelle est la forme des sanctions que la France peut adopter à l'encontre soit des chefs de gang, soit ceux qui financent les gangs? À l'égard des chefs de gang, la France ne peut pas prendre de sanctions particulières. Nous savons bien que les chefs de gang n'ont pas de compte en banque en France, n'ont pas d'actifs en France et demandent rarement un visa à l'ambassade de France pour aller visiter Paris. Donc nos moyens d'action sont limités et notre action contre les gangs, elle passe par une coopération avec l'appareil répressif haïtien. En ce qui concerne les autres catégories de personnes, eh bien, il y a deux catégories de mesures que nous pouvons prendre. Première catégorie de mesures, insister au niveau multilatéral, que ce soit européen ou Nations Unies, pour que ces personnes soient indexées dans des listes de sanctions, ou alors au niveau bilatéral, prendre des mesures pour les empêcher de venir sur le territoire français. C'est ce que nous avons fait. Oui, moi aussi j'avais une question sur la question des sanctions. Vous avez évoqué en préambule la notion de preuve. Si je crois bien comprendre, est-ce que la France ne dispose pas d'assez de preuves pour pouvoir sanctionner? Est-ce que c'est ça? La France a du mal à réunir des preuves contre telle ou telle personne qui n'a pas d'activité, a priori sur le territoire juridictionnel qui est celui de l'État en question, en l'occurrence la France, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Donc les personnes sanctionnées peuvent voyager en France, peuvent se rendre en France normalement. Par exemple, je pense à Michel Martelly, comme on l'a évoqué. Est-ce qu'il peut aller en France? Si Michel Martelly veut aller en France, il faut qu'il demande un visa à la France. Il y a son nom qui se passe. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Et s'il dispose de... Et je n'en sais rien. Ce sont des questions hypothétiques et vous voulez revenir, parce que c'est l'actualité, à une question en particulier. Moi, je vous dis simplement que réunir des preuves sur telle ou telle personne, sur des activités qui se déroulent en dehors du territoire français, c'est-à-dire du territoire sur lequel nous avons les moyens en souveraineté d'enquêter, c'est difficile. Donc nous en sommes réduits
pour faire notre évaluation, à réunir des éléments qui sont des éléments d'information générale en Haïti, et nous sommes donc contraints d'en évaluer la crédibilité. Quelquefois c'est crédible, quelquefois ça l'est moins. Et donc à ce moment-là, nous prendrons des décisions si la question se pose. Mais encore une fois, le moyen préférable, ce qui serait préférable, et c'est de faire en sorte que le mécanisme qui est légitime, le plus légitime, qui est celui des Nations Unies, il y a une résolution du Conseil de sécurité, il y a un panel des experts qui a été nommé pour instruire un certain nombre de cas. Et ces propositions du panel des experts sont soumises à un comité des sanctions. Ce comité des sanctions a pris un certain nombre de décisions. C'est un premier pas, mais nous souhaitons que ce comité des sanctions aille plus loin et qu'il sanctionne des personnalités sur la base des travaux du panel des experts qui appartiennent aux deux catégories de personnes que j'ai mentionnées, les gangsters et les personnes qui sont du monde politique ou du monde des affaires. Pour l'instant, c'est la seule chose que je peux vous dire. Toutes les autres questions que vous allez poser sur telle ou telle personne sont des questions hypothétiques. Moi, je vous ai dit simplement que si nous avons des éléments qui sont crédibles, et que nous sommes confrontés à des demandes de visa de la part de personnes sur lesquelles nous avons des éléments crédibles qui nous conduiraient à refuser les visas, nous le ferons, nous refuserons les visas. Mais est-ce qu'il s'agit d'une sanction? Je ne crois pas, c'est une interdiction de voyager. Est-ce que pendant votre passage à l'ambassade de Haïti, est-ce que pour des sessions bilatérales, est-ce que la France a déjà annulé ce nombre de visas contre les membres de l'équipe politique et économique? Oui. Combien? Un certain nombre. Un certain nombre. Pas un nombre considérable. Pas un nombre considérable. Du même ordre de grandeur que la liste de sanctions qui sont celles du Canada, de la République dominicaine ou des États-Unis. Ça vous serait pour quelle raison? Parce que nous avions des éléments crédibles qui nous permettaient de penser que l'un ou les trois de ces pays, parce que les listes ne coïncident pas, je vous le ferai remarquer, hein, les listes de ces trois pays ne coïncident pas, elles sont différentes. Donc nous aussi, nous avons nos propres éléments d'appréciation. Et donc nous prenons des décisions en fonction de nos éléments d'appréciation. Quelquefois, la plupart du temps, elles sont convergentes. Est-ce que c'est de manière bilatérale ou par l'Union européenne? Non, c'est bilatéral parce que la délivrance de visa est une compétence nationale. Ça ne nous empêche pas d'échanger nos informations avec nos partenaires européens. En l'occurrence avec l'Espagne, puisque c'est la seule ambassade européenne qui a une capacité ou qui a une compétence de visa ici à Port-au-Prince. Mais contrairement aux Américains et Canadiens, pourquoi vous ne communiquez pas La liste. la liste, même si on ne cite pas les noms? Mais les Américains et les Canadiens ne communiquent pas non plus la liste des personnes dont ils ont refusé le visa. Oui, mais les personnes sanctionnées, ils mentionnent, ils font l'état. Mais parce que ce n'est pas la même chose. Parce que ce n'est pas la même chose. Parce que vous voulez voir dans des refus de voyage en France ou dans l'espace Schengen des sanctions. Ce ne sont pas des sanctions. Ce sont des gens, ce sont des décisions que nous prenons parce que nous pensons que, eu égard à leur comportement, leur présence sur le territoire français n'est pas souhaitable. Et c'est l'inverse. Bon, des gens disent que les sanctions ne sont pas efficaces. Ce qui serait efficace, je répète, je le redis, parce que c'est ça le point important. Ce qui serait efficace, c'est que l'appareil judiciaire et policier haïtien poursuivent les personnes en question. Voilà. Et il y a amplement d'éléments pour le faire. Amplement d'éléments pour le faire. J'ai cité le massacre de la Saline. C'est un exemple typique d'un cas dans lequel il est parfaitement possible d'avancer en termes répressifs pour que justice soit faite. C'est ça qui serait efficace. La raison pour laquelle, je répète, la raison pour laquelle il y a des sanctions internationales, c'est parce qu'il y a une impunité en Haïti.
Et c'est ça la question que vous devriez vous poser. Pourquoi y a-t-il impunité en Haïti? Donc, il y a un paradoxe, et permettez-moi de contester la logique qui sous-tend votre question. Il y a un paradoxe à critiquer un outil international qui est pris par un certain nombre de pays parce que précisément, il y a un vide national, il y a un vide domestique, il y a une inefficacité en termes domestiques. L'outil international, il n'est pas parfait. Il pourrait être plus efficace, bien sûr, mais il ne peut pas être aussi efficace qu'on le pourrait, puisqu'il n'est pas relié par des poursuites nationales et par des actes d'emprisonnement, d'incarcération ou des actes de jugement, des procès. Des procès. Monsieur l'ambassadeur, on a un fait. message pour Et c'est- les autorités judiciaires du pays. Le message aux autorités judiciaires de ce pays, c'est que nous sommes tout à fait disposés à coopérer avec elles pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande efficacité. C'est quelque chose qui a été évoqué à de très nombreuses reprises ces 3 dernières années, enfin, puisque voilà, nous parlons de la fin de ma mission, et donc, mais même avant, il y avait des propositions qui ont été faites pour améliorer l'efficacité du système judiciaire. Le PNUD, par exemple, avait un plan, a toujours un plan de coopération pour remettre, disons, plus d'efficacité dans le système judiciaire et pénitentiaire. C'est la compétence du BINU également, comme c'était auparavant la compétence de la MINUJUST et de la MINUSTA. Il y avait toute une composante de ces organisations internationales, de ces mesures internationales qui étaient destinées à améliorer l'efficacité du système judiciaire et pénitentiaire. Donc, oui, le message, c'est que nous sommes toujours disposés à avancer dans ce but. Malheureusement, moi, en 3 ans, je n'ai jamais eu aucune demande. Bon, on a fait un demi-tour de la question. On va en rester là sur la question des sanctions pour parler, monsieur l'ambassadeur, de votre bilan avec cette question assez spécifique. 7 ans déjà depuis que vous êtes en Haïti, hein, c'est tout un mandat présidentiel avant la 5e République, un septennat. Non, je suis en Haïti depuis 3 ans. Depuis 3 ans. 2017. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Début 2017. Non. Je suis ici depuis 2021. Avant, j'étais à Paris, où j'étais à la direction des Amériques, où je suivais le dossier haïtien, mais je n'étais pas ambassadeur ici. Ah, d'accord. Et depuis 3 ans, vous avez beaucoup vu, beaucoup entendu, et vous avez serré les mains, participé à la réunion, rencontré des hommes politiques, des hommes d'affaires, etc. Comment comprenez-vous la politique haïtienne? Quelque part, il y a un blocage. Et dans votre lieu d'ambassadeur, où est ce blocage, selon vous? Bon, le blocage, la réponse la plus évidente que je pourrais vous faire, c'est le blocage, c'est celui de la méfiance. Voilà. Cela dit, la vie politique, toutes les vies politiques, dans tous les pays du monde, sont marquées par la méfiance. C'est la compétition politique. La compétition politique est par définition celle de la méfiance. Vous vous présentez à une élection, forcément, vous considérez que vous avez raison et vous êtes méfiant à l'égard de votre adversaire qui est convaincu également de la même chose. Donc, c'est la méfiance. Donc, c'est une réponse un peu banale que je vous fais, c'est même un cliché. Pour aller un petit peu plus profondément dans la réflexion. Moi, je suis arrivé ici en 2021, je suis arrivé après un événement quand même qui est exceptionnel, puisque je suis arrivé après l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui avait été élu. Voilà. Et si je ne me trompe pas d'ailleurs, cette élection du président Jovenel Moïse est la dernière qui se soit déroulée sur le territoire haïtien. C'est-à-dire que nous sommes, c'est-à-dire en 2016, pour faire. Donc nous sommes en 2024. Il n'y a pas eu d'élection dans ce pays, locale ou nationale, de quelque nature que ce soit, depuis 8 ans. Donc là, vous parlez de septennat, oui, là on peut parler de septennat. Depuis 8 ans, il n'y a pas eu d'élection. Donc la question
qui est posée à la communauté internationale, c'est comment trouver une solution à une vie politique, une solution à la question du pouvoir sans élection. Voilà la question fondamentale. Et voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Parce que, bien évidemment, moi, à chaque fois que je rencontre un représentant d'un parti politique, non seulement il considère qu'il a raison, c'est normal, il est convaincu qu'il est dans son droit, qu'il est convaincu qu'il a raison, qu'il a le bon diagnostic pour le pays, mais il considère aussi qu'il a une base politique, une base sociale, une base humaine de militance, de militantisme, qui lui permettrait d'aspirer légitimement au pouvoir. Voilà. Mais comme il n'y a pas d'élection, nous ne pouvons pas en apporter la preuve. Donc c'est pour ça que nous, indépendamment de tous les événements qui se sont déroulés depuis 3 ans, nous n'avons cessé d'insister sur la nécessité de reprendre un processus électoral. Nous n'avons cessé de le faire. Et nous n'avons cessé de le faire indépendamment de la question sécuritaire. Je m'explique, parce que c'est une position qui a souvent été mal comprise, qui a souvent été comprise comme étant la France souhaite des élections, même dans une situation sécuritaire catastrophique. Non, nous n'avons jamais prétendu cela. Par contre, nous avons toujours indiqué qu'il n'était pas possible, de notre point de vue, d'attendre que la situation sécuritaire soit parfaite pour commencer à préparer les élections. Et pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où vous fixez comme condition au déclenchement d'élections le règlement de la question sécuritaire, vous donnez le feu vert au processus électoral à ceux qui ont la capacité de fomenter des troubles violents. Vous leur donnez les clés. Vous leur donnez les clés de la solution politique. Donc il faut, de la même manière que, vous savez, certains disaient il faut faire la paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme, mais il faut lutter contre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de paix. Il faut faire des élections comme s'il n'y avait pas de sécurité, et il faut lutter contre l'insécurité comme s'il n'y avait pas d'élection. Il faut faire les deux choses en même temps. C'est ce que nous avons toujours indiqué. Donc, et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons augmenté dans des proportions considérables notre coopération auprès de la PNH pour lutter contre l'insécurité, pour faire en sorte que la PNH puisse maintenir, renforcer l'ordre public, et en même temps, nous n'avons cessé d'encourager les hommes politiques à se mettre dans une situation, où nous pourrions commencer le processus électoral. Et j'ai un certain nombre de contacts avec un certain nombre d'institutions ici en Haïti, avec le Conseil présidentiel de transition, avec le gouvernement, et j'ai l'impression que cette vision des choses est en train de progresser. Que nous allons, j'espère, très bientôt avoir un conseil électoral provisoire qui va commencer à engager le processus électoral. Et bien évidemment, en même temps, il faut lutter contre l'insécurité. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan à la tête de l'ambassade de France en Haïti? Si oui, énumérez un fort de votre passage. Alors, est-ce que je suis satisfait? Non, moi je ne suis jamais satisfait. Donc, est-ce que je suis satisfait? On peut toujours le faire. Et il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. L'un des objectifs était par exemple de livrer l'hôpital général aux autorités haïtiennes avant la fin de ma mission. C'était l'objectif que j'avais quand je suis arrivé il y a 3 ans. Malheureusement, on en est loin. On en est encore loin, et même on a reculé. On a reculé, et probablement de manière très, très grave, à la faveur des troubles que nous avons connus en février et en mars. Donc, de ce point de vue-là, c'est un échec. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé faire et que je ne verrai pas. J'ai parlé de déclenchement d'un processus électoral, je ne le verrai pas. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé accomplir. J'aurais aimé visiter
davantage le pays, aller davantage en province. Je n'ai pas fait suffisamment. J'ai été trop bloqué pour des raisons sécuritaires à Port-au-Prince. Donc voilà, il y a des choses que j'aurais aimé faire, que je ne suis pas arrivé à faire. Le temps passe vite et vous me concéderez que la situation n'a pas été toujours simple. Hein. Nous avons connu en 3 ans 3 locs, d'une certaine manière, d'intensité variable, dont un dernier qui a duré très longtemps et qui a abouti à l'évacuation des communautés étrangères, dont la communauté française, pour la première fois depuis toujours. Depuis toujours. On y reviendra si vous le souhaitez, mais c'est quand même un événement notable. Nous avons connu 3 locs, nous avons connu Bois-Calais, nous avons connu une mutinerie de la PNH contre ces autorités. Tout ça, effectivement, ce n'est pas quelque chose de banal. Nous avons connu également un changement de gouvernement, un changement d'autorité complet, par une voie non démocratique. Voilà. Donc, ça, effectivement, ça a provoqué un certain nombre d'obstacles pour faire en sorte que l'ambassade fonctionne normalement. Alors, de quoi je suis satisfait? Parce qu'il y a quand même un élément positif, parce que dans tout bilan, il y a un actif, il y a un passif. Donc, du côté de l'actif, eh bien, je suis encore là. L'ambassade est encore là. L'ambassade est encore fonctionnelle. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a 3 ans, eh bien, je constate que des collègues des ambassades ont fermé. Elles sont parties. Elles sont parties. L'ambassade de France est toujours là. Elle a toujours resté, sauf dans les cas de crise aiguë, elle est toujours restée ouverte. Le IFE a réouvert en présentiel. L'Institut français a toujours continué à fonctionner. Toute la structure de l'ambassade, les alliances françaises, etc., toute la structure de l'ambassade est restée, pour l'essentiel, intacte, en se recentrant sur un certain nombre de missions essentielles, mais elle est restée. Et j'en suis très fier. Et je peux vous dire que c'est très difficile, parce que quand vous devez convaincre vos autorités que vous pouvez tenir la situation en main, que les troubles que vous voyez au coin de la rue, n'oubliez pas que nous sommes localisés au Champ de Mars, et que quand vous devez convaincre vos autorités que les troubles que nous voyons au coin de la rue ne vont pas affecter la sécurité des agents, la sécurité de l'ambassade ou la sécurité de la communauté, eh bien, quelquefois, il faut faire preuve d'une certaine persuasion. Donc ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Ce dont je suis satisfait aussi, c'est que nous avons réorienté un certain nombre de choses dans la coopération française. Par exemple, la sécurité. La sécurité. La PNH était une institution avec laquelle nous avions cessé de coopérer. Parce que, eh bien, nous avions cru, comme d'autres, il ne faut pas les seuls, hein, que la MINUSTAH avait réglé le problème. Avait réglé le problème sécuritaire. Ah, nous l'avions cru. Vous aussi, d'ailleurs, peut-être vous l'aviez cru. Et nous l'avions cru, d'ailleurs, le gouvernement haïtien l'avait cru, puisque c'est le gouvernement haïtien qui a demandé le retrait de la MINUSTAH. Je le rappelle. Hein, on ne le dit pas assez, mais c'est quand même le gouvernement haïtien qui a demandé le retrait des Nations Unies. Pour quelques années après, redemander une aide internationale. Donc, nous avons réorienté notre coopération dans un certain nombre de domaines en matière sécuritaire, et nous sommes en train de réorienter notre outil de développement dans des domaines que nous n'avions jamais touchés auparavant, mais qui nous correspondent, qui nous semblent être fondamentaux pour l'avenir du pays. Je pense par exemple à l'outil fiscal, dont on ne parle pas assez, et dont je parle moi systématiquement, parce que je pense que c'est absolument fondamental pour le pays de restaurer un outil fiscal qui soit performant et qui soit rémunérateur pour l'État haïtien et en définitive pour le contribuable, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire des commissariats. Parce que si vous n'avez pas d'impôt pour faire ça, vous allez le faire comment? Comment vous allez le faire? Pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc, je finis. Nous avons par exemple, nous sommes en train d'engager un programme très ambitieux
au profit des douanes, au profit de l'administration des douanes, pour conforter les éléments positifs qui sont apparus depuis 1 an et demi en matière de production fiscale, de produits fiscaux par les douanes. Ça, c'est un élément nouveau. Et je peux vous dire que si nous réussissons ce programme, ce sera mon successeur qui le mettra en œuvre, je l'espère. Si nous réussissons, cela va changer la vie des Haïtiens. Positivement, parce Est-ce que... que vous pouvez donner plus de détails par rapport à ces programmes, et les coûts et des nombres de... Par exemple, si vous regardez la structure de financement de l'État haïtien, une bonne partie de cette structure de financement vient de l'administration des douanes. Je veux dire, c'est à peu près 60% des revenus fiscaux. Bon, 60% des revenus fiscaux, ça veut dire qu'il y a une forte dépendance de la part de l'État haïtien à l'égard de cette administration. Cette administration, jusqu'à une date très récente, elle rapportait à peu près 4 milliards de gourdes, 5 milliards de gourdes par mois. Maintenant, elle en rapporte 12. Depuis 1 an et demi. C'est ce qui permet, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'abord d'établir un budget. Ça permet de financer des policiers, ça permet de financer des instituteurs, ça permet aussi de moins dépendre du financement monétaire, c'est-à-dire de la planche à billets. Et donc, en définitive, de l'inflation. Ça permet donc de maintenir la gourde à un niveau qui est stable. Et la gourde est stable. Malgré toutes les turbulences politiques, la gourde est stable depuis 1 mois, depuis 1 an maintenant. Depuis 1 an. Demandez à des gens dans la rue de savoir s'ils veulent une gourde stable ou s'ils veulent une gourde qui dévisse. Et ils vous diront qu'ils veulent une gourde stable parce qu'ils voient très bien quel est l'impact immédiat au marché. Dans les boutiques, parce que beaucoup de produits qu'ils achètent dans les boutiques sont importés. Et donc, quand la gourde dévisse, eh bien, c'est plus cher. Donc, vous voyez, ce sont des mécanismes économiques qui sont extrêmement, alors peut-être un peu complexes, mais qu'il est nécessaire, je crois, d'avancer pour trouver les voies d'une solution. Les problèmes haïtiens ne se résument pas, malheureusement, aux gangsters. Les gangsters ne sont pas la cause des problèmes haïtiens, ils en sont la conséquence. Mais ils sont dans un pays, Bien sûr, et il faut lutter contre, et il faut les mettre en prison. C'est pourquoi je m'apprêtais à vous poser cette question. Allez-y. Nous savons que la France, comme bien d'autres pays, a soutenu la révolution appelant au déploiement d'une force multinationale. Vous avez supporté quand même le déploiement des Kenyans en Haïti, au point où vous avez même, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, contribué. Environ 2 mois, on n'a que 400 policiers kenyans en Haïti. Pour quel résultat? Je vous pose la question, puisque vous quittez le pays, pas avec la certitude ni la satisfaction d'avoir pu voyager à travers le pays grâce à un effort quelconque des Kenyans sur le terrain. Dites-nous, M. l'ambassadeur. Quelle est la question? La question, êtes-vous satisfait d'avoir soutenu la résolution appelant au déploiement des Kenyans? Nous sommes satisfaits d'avoir soutenu la résolution puisque nous l'avons soutenue. Donc c'est que nous considérons qu'une force internationale d'aide à la police est nécessaire. Pourquoi nous considérons... En fait, Wendel, vous nous posez une question qui est la continuité de ce que je viens d'aborder. C'est-à-dire, pourquoi faut-il une force internationale d'appui à la police? Il le faut parce que la police est numériquement sous-dimensionnée pour aborder les problèmes de maintien de l'ordre. Et maintenant, il n'y a pas que moi qui le dis. Maintenant, tout le monde le dit. Tout le monde a compris. Il y a 8 000, 9 000 policiers sur le territoire haïtien. Vous en avez 35 000 de l'autre côté de la frontière pour la même population. Plus 60 000 policiers. Vous en avez 30 000 également en Jamaïque, pour une population qui est 3 fois inférieure. Donc regardez le taux d'encadrement. Le nombre de policiers par habitant. Haïti est de loin
de très loin le pays le plus faiblement doté en matière sécuritaire. Donc c'est la raison pour laquelle il faut une aide, parce que construire une police numériquement, construire une police qui est numériquement à la hauteur des besoins, ça prend du temps. Vous ne créez pas ça en un an. La capacité de l'École nationale de police, c'est 500, 600 cadets par an. Et il faut compter les départs à la retraite et ceux qui s'en vont sous d'autres cieux. Donc, il faut une force internationale. Après, le débat n'est pas sur faut-il une force internationale. Le débat, c'est quelle forme, quelles sont les modalités de cette force internationale. Donc, le choix qui a été fait, et nous l'assumons puisque nous avons participé, nous avons voté cette résolution. Le choix qui a été fait par le Conseil de sécurité, c'est de faire une force qui n'est pas une force des Nations Unies, une force non ONU, qui est une force qui est approuvée par les Nations Unies, mais dans laquelle les Nations Unies n'ont aucune responsabilité opérationnelle pour son déploiement, pour son équipement, pour sa logistique. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de vous dire, parce que moi, je ne participe pas à la mise en place de cette force, au titre d'un membre des Nations Unies, même un membre permanent. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi, pour le moment, il y a seulement 400 Kenyans. J'espère qu'il y en aura plus, et nous avons, nous, contribué au fonds fiduciaire spécialisé des Nations Unies, qui est géré par les Nations Unies, pour financer cette force. À hauteur de combien? À hauteur de 3 millions d'euros. Et nous avons donné 1 million d'euros supplémentaires pour des coûts. Nous pourrons, je ne dis pas que nous n'allons pas faire plus, nous pouvons faire plus, mais ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que pour que nous puissions faire plus, nous avons besoin d'indications sur les missions de cette force, sur son budget, sur ses règles d'engagement. C'est-à-dire que nous voudrions avoir plus d'informations sur la manière dont cette force, et ce n'est pas uniquement la France, c'est de très nombreux pays. Vous avez parlé on a parlé de l'Union européenne. L'Union européenne aussi débat pour savoir si elle doit financer cette. Moi, j'espère qu'il y aura davantage de financement, mais encore faut-il que nous ayons des indications sur son rôle, sa mission, sur la planification. Nous sommes à la disposition de la masse. Nous sommes à la disposition de la masse pour participer à cette planification. Nous avons une expérience. L'ambassade a un expert technique qui est en permanence à la PNH, à l'aéroport, à la disposition du DG pour aider à cette planification. Monsieur l'ambassadeur, juste avant. Et longtemps méprisé, aujourd'hui on voit que la communauté internationale commence à faire des yeux doux à l'armée, les forces armées d'Haïti. Est-ce que c'est le cas de la France? Une autre question pour rester dans le chapitre des satisfactions, des insatisfactions, etc. Est-ce que la France, pour avoir aidé, pour avoir applaudi l'arrivée du Conseil présidentiel de la transition CPT, comme on dit, et Gariponi, est-ce que vous êtes jusqu'ici satisfait de leur travail? Bon, alors, première question, l'armée. Les forces armées. Les forces armées, la question des forces armées, nous l'abordons dans la continuité de ce que je viens de dire sur les capacités domestiques haïtiennes pour reprendre le contrôle de sa souveraineté. Est-ce que la France supporte l'armée? La France a toujours supporté l'armée. La France a toujours supporté l'armée, dans le respect de ses compétences. Dans ses compétences. Quelles sont les compétences d'une armée dans tout pays du monde? Les compétences d'une armée, c'est le contrôle de la souveraineté. Le contrôle de la souveraineté du pays. Le contrôle des frontières, par exemple. L'aide à la population en cas de catastrophe naturelle. Il peut y avoir un rôle supplétif en matière de maintien de l'ordre, comme par exemple en France avec le plan Vigipirate, où il y a effectivement un certain nombre de militaires qui sont dans la rue. La France a décaissé des fonds pour l'armée. La France, non, attendez. Nous ne sommes pas dans une relation de quelqu'un qui fait l'aumône à quelqu'un qui tend la main. C'est clair? Vous le faites pour la police nationale? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
C'est une coopération avec la police nationale. Quand nous faisons venir ici Donc, est-ce que vous coopérez avec avec l'armée, oui, nous allons coopérer. Nous allons coopérer. Nous aurions pu coopérer s'il n'y avait pas eu les événements de février-mars. Le problème, c'est que les événements de février-mars ont fait perdre du temps à tout le monde. Et à certains, elles ont fait perdre plus que du temps, malheureusement. Elles ont fait perdre leur vie. On l'oublie quand même. Ce qui s'est passé en février-mars, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Ça a été quelque chose d'absolument, non seulement inutile, mais catastrophique. Des gens ont perdu leur vie, des gens ont perdu leur maison, des gens ont perdu... Bon. Et nous avons perdu du temps parce que nous aurions dû commencer la coopération avec les forces armées en envoyant un certain nombre d'officiers en Martinique pour bénéficier de formation. C'est ce que j'ai dit au ministre Berthier, que j'ai vu il y a quelques semaines, qui a demandé à me voir, et je lui ai confirmé que nous allions commencer des formations. Et ça commencera, je l'espère, dès septembre. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle idéologique. Il n'y a pas d'obstacle idéologique. Ce que nous avons toujours dit, c'est que l'armée avait un rôle qui n'était pas normal. Nous, de notre point de vue, il n'est pas normal que Haïti n'ait pas d'armée, n'ait pas de forces armées. Et ce n'est pas un Français qui va vous prétendre le contraire, hein, alors que l'armée française a eu un rôle tout à fait fondamental dans la construction de l'État français. Mais en revanche, effectivement, cette armée, comme toutes les armées du monde, et certainement en Haïti, eu égard à son passé récent, elle doit se concentrer, à notre avis, devrait se concentrer dans son, et c'est d'ailleurs, j'ai pas de raison d'en douter, dans le respect de ses compétences, qui sont celles du maintien de la souveraineté. La deuxième question, c'est le CPT. Jusqu'ici, êtes-vous satisfait Oui, j'ai du pas- travail du CPT pour avoir applaudi son arrivée, pour avoir participé à sa mise en place? Nous avons participé à sa mise en place parce que nous avons été invités à Kingston par la CARICOM le 11 mars. Et après les événements de fin février, il y a eu une réunion et la France y a été invitée. Nous y sommes allés, c'est la secrétaire d'État Zakharopoulou qui a représenté la France et j'ai participé à cette réunion. Donc il y a eu une discussion et comme vous le savez, la réunion de Kingston a abouti à un compromis avec l'établissement du Conseil présidentiel de transition. Donc nous, effectivement, nous avons pris acte de la création de ce Conseil présidentiel de transition qui répondait à une demande de la part d'une partie de la classe politique haïtienne d'avoir un accord interhaïtien élargi qui permettrait, selon certains, de régler la question politique en Haïti. Voilà. Donc, je vous laisse compléter. Est-ce que la création de ce Conseil présidentiel de transition a permis d'apaiser la conflictualité politique en Haïti, ce qui était l'objectif de la France? La réponse est oui. Et donc, de cette manière, de ce point de vue, oui, nous sommes satisfaits. Parce que la conflictualité politique, les disputes politiques, les controverses politiques, et quelquefois qui débordaient dans la rue, et même quelquefois qui débordaient par la violence, eh bien, ça a permis d'apaiser tout ça. Donc oui, nous sommes satisfaits de ce point de vue. Après, pour le reste, je crois que le Conseil présidentiel s'est doté de procédures. Il a même établi un accord politique en son sein, qui, je crois qu'il a été adopté le 3 avril, et donc il lui appartient de le mettre en œuvre. Et il y a beaucoup de bonnes choses dans cet accord du 3 avril. Donc nous sommes au soutien de cette entreprise. Et si on nous demande notre aide pour régler un certain nombre de difficultés, pourquoi pas? Nous sommes à la disposition du CPT. Monsieur l'ambassadeur, étant donné Haïti, la France, ont une histoire particulière
sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il n'est pas trop opportun pour la France de saisir cette occasion pour jouer un rôle de leadership dans la résolution de cette crise en donnant des moyens adéquats, logistiques et financières, vu la faiblesse de notre force de l'ordre? Je ne comprends pas très bien votre question, très franchement. Est-ce que c'est parce que nous avons un lien historique que nous devrions en faire plus que les autres ou que nous devrions donner plus que les autres? C'est ça que vous dites? C'est ça la question? Est-ce que c'est pas opportun? C'est opportun. La question n'est pas la question de l'opportunité. La question, c'est celle de la faisabilité. La question, c'est celle de la faisabilité. Nous faisons déjà un certain nombre d'actions en faveur de la police, en faveur des forces armées. Nous allons commencer avec les forces armées et nous faisons déjà avec la police. Est-ce que c'est assez? Probablement pas. J'aimerais avoir davantage. Pour financer plus d'actions. Mais c'est quand même un élément important. La capacité d'absorption des autorités haïtiennes, et en particulier des forces de l'ordre, est limitée. Elle est limitée. Croire que les problèmes d'Haïti, les problèmes notamment de maintien de l'ordre d'Haïti, seront résolus par un plan Marshall sécuritaire, c'est une illusion. C'est une illusion. Je viens de vous dire que le problème était un problème structurel qui était relatif à la faiblesse de l'État haïtien. Cette faiblesse, elle est aussi celle de l'absorption de l'aide. Aujourd'hui, je crois que la police nationale haïtienne n'a jamais eu autant de véhicules blindés à sa disposition. Jamais eu, dans toute son histoire. Il y en a encore un certain nombre qui va arriver très prochainement, et ce sera mon successeur qui l'annoncera dans les semaines qui viennent. Il y aura des dons français. Mais est-ce que, franchement, sérieusement, vous pensez que c'est parce que nous allons livrer des centaines de véhicules blindés que nous allons régler les problèmes sécuritaires en Haïti? Qui va les conduire? Qui va les réparer? Qui va les maintenir? Qui va les opérer? Qui va monter dedans pour riposter au feu? Si vous avez toujours 400 ou 500 policiers pour tout le pays en matière d'unité d'élite, parce que c'est ça l'ordre de grandeur. C'est ça l'ordre de grandeur. Est-ce que les Français seront appropriés? Parce que là, on se plaint sérieusement du fait. Ça, je veux pas. Non, je ne veux pas couper l'herbe sur le pied de mon successeur. J'en ai bien trop dit. Il y aura des annonces qui seront faites. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons à la police nationale un expert technique qui est au contact quotidien de la police. Donc nous savons très bien ce dont a besoin la police. Nous connaissons aussi très bien les besoins de la police. J'aimerais faire plus. Et nous faisons beaucoup plus qu'avant. J'aimerais faire encore plus. Mais il y a des limites à l'absorption. Et nous le voyons aujourd'hui. Donc c'est un effort de long terme. Je sais que ce que je dis n'est pas populaire. Je ne suis pas candidat à une élection ici, donc ça tombe bien. Ce n'est pas populaire. Ce n'est pas ce que les gens aiment entendre. Mais nous voyons bien depuis 3 ans. Moi, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, j'ai vu arriver ici beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de monde, et on m'a tenu un discours sur le sécuritaire. Tout le monde m'a tenu un discours différent sur le sécuritaire. En disant, il y a des cas
changer un tel ou un tel, changer le DG, en mettre un autre, changer un tel ministre ou en mettre un autre, faire ceci, faire du renseignement, faire pas de renseignement, armée, donner les compétences à l'armée, ou faire autre chose. Tout le monde avait sa solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a une situation dans laquelle l'unité anti-gang, l'unité SWAT, le BRI, c'est des unités d'élite qui se battent contre les gangs, c'est quelques centaines de policiers. C'est tout. Quelques centaines de policiers. Et en face, bien sûr, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont 3, 4, 5 000. Mais ils sont des milliers. Qu'est-ce que, par rapport à Et l'organisation, ils ont une fourniture illimitée d'armes et de munitions. Eux. Ça, vous ne me posez pas de questions là-dessus. est-ce que par Et ça ne vient pas de rapport- France. Est-ce que par rapport à l'organisation et l'autonomisation des gangs et la stratégie dans cette région de la région une bonne partie de la communauté, est-ce que ce n'est pas nécessaire de fournir des engins comme des blindés et à infrarouge, ensuite des drones militaires et Cher ami, moi je suis pas un policier. Je ne suis pas un policier, vous non plus. Enfin, peut-être que vous l'avez été dans une vie antérieure, mais moi je peux vous dire, je ne l'ai jamais été. Donc moi, j'en sais rien. Moi, je laisse les gens qui sachent, les sachants, ceux qui sont compétents, me dire ce dont ils ont besoin. Il y a des choses que nous pouvons leur fournir, et il y a des choses que nous ne pouvons pas leur fournir. Vous savez, quand on a commencé à avoir un peu d'argent, qu'on est allé voir les gens de la PNH, quand je suis allé voir le commissariat de Port-au-Prince, qui est en face de l'ambassade, au Champ de Mars, le commissaire de Port-au-Prince, la première chose qu'il m'a demandé, c'était « Je veux une génératrice ». Je veux une génératrice. Pourquoi il veut une génératrice? Parce qu'il n'a pas l'électricité. Parce qu'il n'a pas l'électricité. Donc, comment ils font pour recharger leur téléphone? Donc, vous voyez, après vous me parlez de véhicules à infrarouge, d'hélicoptères de combat, d'avions de combat. Mais la vérité, C'est qu'on n'a pas le véhicule de quoi. c'est qu'il n'y a pas le minimum. C'est qu'il n'y a pas le minimum. On m'a beaucoup critiqué sur les motos. Vous vous souvenez, Wendell, hein? On m'a beaucoup critiqué sur les motos. Mais les motos étaient demandées par la police. C'était une demande. Là, on va fournir des choses plus élaborées, et qui sont des choses qui vont servir au combat. Mais avant, il y a toute une structure qu'il faut malheureusement reconstruire. Et ça, ce n'est pas la communauté internationale. Ce n'est pas la communauté internationale. C'est une responsabilité partagée. Je ne dis pas que la communauté internationale est innocente là-dessus. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Et je sais que très souvent, là, le dialogue entre les Haïtiens et les étrangers ici, c'est votre faute, c'est pas votre faute, c'est la faute de qui? C'est une responsabilité partagée. Pourquoi je dis qu'elle est partagée? Parce que quand nous avons pris la décision collective, à la demande des Haïtiennes, mais approuvée par la communauté internationale, de retirer l'opération de maintien de la paix, où il y avait des milliers de policiers, hein, vous étiez là, tous, vous vous en souvenez des Brésiliens. Voilà. Nous avons pris cette décision. Nous l'avons prise pourquoi? Parce que du côté haïtien, on nous avait dit nous sommes prêts, et du côté de la communauté internationale, et notamment du côté des Nations Unies, on a dit ils sont prêts. Et la vérité, c'était que nous avions tort. La vérité, c'était que le commissariat de Port-au-Prince n'avait pas d'électricité. EDH ne fournissait plus la rue Capois. Et nous savons bien, nous sommes rue Capois, et toute l'année dernière, nous n'avons jamais eu l'électricité. J'ai deux points que je voudrais avoir avec vous sur ça. Donc, juste pour terminer avec vous, pour terminer sur ce point, oui, il faut des équipements, plus d'équipements. La PNH n'est pas assez équipée, mais
il faut aussi, autour de ces équipements, sauf à les sous-traiter à une force internationale, il faut construire des capacités domestiques pour utiliser, entretenir et faire durer ces équipements. Et nous avons vu dans le passé récent qu'il y avait un certain nombre de problèmes avec l'utilisation des blindés, dont certains ont été perdus et pas nécessairement pour moi. Et à propos des drones, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que la France a dû mettre à la disposition de la police. Oui, nous avons donné des drones, oui, nous avons donné. Où sont ces drones? Est-ce Ah, que vous n'avez pas aussi un devoir de demander des explications sur l'utilisation de ces équipements? Ça, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce dialogue, qui est un dialogue dont vous permettrez qu'il reste confidentiel entre la PNH et nous, pour des raisons sécuritaires. Mais oui, bien sûr, nous demandons des comptes sur, et nous demandons... Vous les voyez parfois en l'air? Oui, on les voit, oui, on les voit, et même quelquefois, on fait plus que les voir. Voilà, on fait plus que les voir. Voilà. On aide à la manipulation de ces drones, parce que ce qu'on donne, qui sont des nouvelles technologies, des technologies qui sont, parce que faire piloter un drone, tout le monde le sait faire, mais les drones qui sont des drones plus sophistiqués que nous avons apportés, effectivement, il faut une certaine formation, et nous prenons en charge cette formation. Voilà. Donc oui, bien sûr, tous les équipements que nous donnons, nous essayons de faire en sorte qu'il y ait un suivi, et c'est pour ça que nous avons mis un expert qui est, je le répète, tous les jours à la PNH et qui connaît toutes les unités et qui est en dialogue constant avec eux, qui fait de la formation aussi. Et avec combien? De quoi? Vous avez donné combien de drones? Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Ça, je peux pas vous dire. Okay. Je peux vous dire que nous... Je peux vous dire qu'en plus, ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte pas cher. C'est pas des montants financiers. C'est pas des montants financiers qui sont considérables. Ça coûte beaucoup plus cher que des véhicules blindés. Ça coûte Il y a beaucoup un plus cher. sujet pour faire l'actualité, monsieur l'ambassadeur. Comment avez-vous accueilli, au nom de votre pays, évidemment, l'idée d'une commission chargée, une commission sur la restitution de la dette de l'indépendance? C'est une décision de l'université d'État, du recteur des hommes, il a d'ailleurs mis dans cette commission d'abord le fric des hommes est un ami, et moi je respecte totalement l'indépendance universitaire et la liberté des chercheurs d'avancer sur ce sujet. Ça ne me dérange aucunement. Et nous sommes à disposition pour aider ce comité à accentuer, à approfondir ses recherches. C'est ce que nous avons toujours dit. Non mais laissez-moi terminer. Oui. En fait, aucunement, c'était une initiative venant de l'Université d'État d'Haïti, mais récemment, le gouvernement haïtien, via son ministre des Affaires étrangères, a nommé M. Bison comme le représentant d'Haïti à la commission de l'évaluation et de restitution de la carrière. J'ai vu ça, oui, ça ne m'a pas échappé. C'est juste une petite... Non, mais ça ne m'a pas. L'affaire est devenue plus sérieuse. Même si on s'en compris qu'elle ne l'y était pas, mais avec le comité, le groupe de travail, maintenant, et le gouvernement qui s'est saisi de la question, c'est du sérieux. Donc, comment la France. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est du sérieux? Ça n'était pas. Bon, sérieux, parce que la question de la dette, on ne doit pas se voiler la face, c'est la question qui fâche, c'est la question qui divise la France et Haïti en termes de point de vue, et bien entendu historiquement. Et maintenant, quand je dis sérieux, c'est pour cela, c'est-à-dire je me réfère à l'histoire. Un gouvernement qui en parle, j'allais justement vous poser la question, je vous ai vu sur une photo avec celui-là même qui avait donné, je dirais, un coup de pied dans la fourmilière, c'était mon président Jean-Bertrand Aristide. Vous entretenez de très bon rapport avec la France? Alors, il y a beaucoup de... Alors, d'abord, quelle est la question? La question, c'est quelles sont les relations avec le président et l'ex-président Aristide, ou quelles sont... Comment la France... Quelle est ma vision des choses? La France, pas vous, en tant qu'ambassadeur, mais vous êtes le représentant de la France, comment votre pays
voit cette démarche, le fait par Haïti de mettre sur pied un groupe de travail sur la restitution de la dette et le fait par le gouvernement haïtien de se saisir de la question. Écoutez, la décision du gouvernement haïtien, moi j'en prends acte. C'est une décision qui consiste, si j'ai bien compris, à intégrer une commission qui existait déjà au sein de la CARICOM sur la question des réparations, qui est menée par des pays de la CARICOM qui sont des pays anglophones. Et donc ça, c'est une décision que je n'ai pas à commenter, qui a été prise par le gouvernement haïtien. Sur la question de fond, qui est la question mémorielle. Voilà. Moi, je préfère parler de question mémorielle plutôt que de la question de la dette. Parce que quand vous dites de la question de la dette, vous préjugez d'une certaine manière de l'analyse qui est celle que je souhaiterais voir prévaloir, qui est l'analyse scientifique de l'histoire que nous avons partagée avec Haïti. Donc la question mémorielle, nous avons toujours dit que cette question, elle était ouverte et que nous étions à la disposition, et notamment des autorités universitaires haïtiennes, pour approfondir ce thème. Et pour l'approfondir, pour donner aux historiens des deux pays la possibilité d'aller plus avant pour non seulement faire des progrès en matière scientifique, en matière de découverte d'archives, en matière pour connaître la vérité des faits, et ensuite pour faire éventuellement pour faire des recommandations. Vous savez, cette question n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà été abordée à plusieurs reprises dans le passé, lors de la visite du président Hollande. Elle a donné lieu d'ailleurs à un rapport gouvernemental français, à lequel je vous renvoie, qui est intéressant, qui est le rapport de Régis Debray en 2003. Donc, il y a une ouverture, et d'ailleurs, vous savez, au sein de cette commission qui a été créée par le recteur des Hommes, il y a un certain nombre d'universitaires qui ont été nommés, qui sont des amis, que je connais très bien, et qui sont des amis, et qui travaillent depuis longtemps sur ces questions, et qui vont régulièrement en France pour éplucher les archives, sur cette question. Donc voilà, il n'y a pas de problème particulier à l'égard de cette question, dès lors qu'on reste dans un cadre scientifique, dans un cadre académique. Après, la question politique est celle des réparations, c'est pas à moi qui termine ma mission de me prononcer dessus. Ça sera une question qui sera abordée peut-être le moment venu à un niveau politique. Et alors pour finir sur la question de mes relations avec le président Aristide, et moi quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, je suis allé saluer les anciens présidents de la République du pays, le plus grand nombre possible de premiers ministres qui étaient d'anciens premiers ministres, en tout cas ceux qui étaient sur le territoire haïtien. Et donc, depuis cette date-là, je suis resté en contact avec le président Aristide, comme chacun sait. D'ailleurs, je suis même allé visiter son université à Tabar. Voilà, donc, et effectivement, moi, je n'ai pas à me prononcer à sa place sur les relations qu'il a avec moi, mais moi, je peux vous dire que j'apprécie beaucoup de le voir. J'ai beaucoup apprécié de lui parler au cours de ces 3 dernières années. Voilà. Et en fait, il y a un bon nombre de réflexions. C'est pas seulement des groupes de travail à initier par l'IDH. Il y a le New York Times qui a fait des recherches. Non, le New York Times, ça va un travail journalistique. Journalistique. Et il y a Pas un travail de recherche académique. Il y a d'autres groupes de la société civile. Ensuite, il y a, moi j'ai rencontré récemment une entreprise qui a un groupe de travail dont je participé à des expositions qui sont Panthéon et Canson Paris. Donc il y a pas mal de réflexions sur cette question. Mais jusqu'ici. Mais vous oubliez des choses.
Vous oubliez l'hommage que le président de la République a rendu à Toussaint Louverture l'année dernière. Vous oubliez Oui. Non, mais vous l'avez oublié. Vous avez oublié également le fait que le président de la République se soit déplacé au Fort de Joux. Il a prononcé un important discours sur la question. Donc voilà, il y a différentes manières d'aborder la question. C'est ça qui doit faire l'objet d'un débat. Et je crois que c'est un débat universitaire, d'abord. Oui, mais en fait, ce que je vous demande, concrètement, est-ce que. Et c'est quoi la position de la France? Et je viens de vous la dire. Je viens de vous la dire. Mais, si on parle, par exemple, des derniers calculs qu'on a fait Quel calcul? on parle des milliards. Mais non, parce que, pardonnez-moi, je viens de vous dire la position de la France. Vous voulez m'entraîner sur quelque chose dont je viens de vous dire qu'il ne m'appartenait pas de me prononcer dessus. Parce que vous me venez de parler, vous voulez passer directement à un niveau politique. La question politique ne se pose pas. Moi, je vous parle de travail scientifique et académique. Et vous ignorez complètement ça. Vous ignorez également tous les gestes de mémoire qui ont été faits par les autorités françaises, qui sont significatifs, au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Pour la première fois, un président de la République française a consacré un discours entier à la mémoire de Toussaint Louverture. Et donc, c'est négligeable. Est-ce que c'est négligeable? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est négligeable? Et vous voulez m'entraîner directement sur un calcul d'indemnité. Mais ce n'est pas la question. La question ne se pose pas comme ça. La question est une question de travail conjoint entre deux États, et à commencer, c'est ce que je suggère, par un travail conjoint entre deux systèmes universitaires. Pour savoir de quoi on parle. Pour savoir de quoi on parle sur le plan historique et universitaire. Il y a énormément de choses à faire sur ce point. On est le 21 août. Voilà, on est le 21 août. C'est l'anniversaire de Bois-Caillon aujourd'hui. Voilà. Ce sont des projets sur lesquels on peut travailler. Ce sont des projets. Il y a un certain nombre d'universitaires haïtiens qui veulent recréer un espace patrimonial pour la mémoire de l'esclavage en Haïti, qui a pratiquement disparu, ou dont personne ne parle. Ça, ce sont des vrais sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. On fait des signes, monsieur l'ambassadeur, il paraît que ça, on doit terminer. Oui, c'est la dernière question. Oui, non, vous repartez avec quel souvenir? Bon, et mauvais. Bon, la conversation qu'on vient d'avoir montre que je vais partir avec de très bons souvenirs. Non, pas de nous. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas uniquement de vous. Je partirai avec de très bons souvenirs de vous trois, bien évidemment. Mais je partirai avec de très bons souvenirs d'Haïti. Parce que quoique difficile, et parfois éprouvant, le travail que l'ambassade a fait ici est un travail qui a été, je crois, qui mérite d'être salué. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les péripéties sécuritaires qui ont été les nôtres, mais nous en avons été aussi les victimes. Un certain nombre de représentations diplomatiques ont été victimes de kidnapping. La communauté française a fait l'objet de plusieurs dizaines de kidnappings pendant mon séjour. Certains se sont malheureusement terminés par des décès. Donc, il y a eu des moments éprouvants, mais en même temps, je suis intimement convaincu que le travail que nous avons fait ici depuis 3 ans, et que mon prédécesseur avait commencé, parce que la crise sécuritaire, elle a commencé en 2019, enfin en tout cas, elle s'est approfondie très fortement à ce moment-là. Je suis convaincu que le travail que nous faisons, petit à petit, va produire ses fruits. Et que nous allons pouvoir sortir, que le pays va sortir de l'impasse. Donc oui, j'ai un très bon souvenir d'Haïti. Je me suis très impliqué dans le travail qui a été le mien, travail diplomatique.
travail de persuasion, travail d'influence, qui est le travail de tout diplomate. Et je regrette de partir maintenant parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir complètement tout terminé. J'ai indiqué qu'il y avait des éléments qui étaient inachevés et je suis sûr que mon successeur saura reprendre le flambeau et les terminer. Donc oui, je pars avec globalement un bon souvenir. Après, les mauvais souvenirs, oui, bien sûr, il y a des mauvais souvenirs. Il y a des mauvais souvenirs. Des épisodes là, vous voulez dire? On ne peut être que scandalisé et outragé par ce que nous voyons. Enfin, nous avons vu des choses absolument scandaleuses, abjectes, des massacres, les viols, la violence sexuelle systémique. Et l'avenir du gouvernement, de ce gouvernement, de cette Mais c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. L'avenir de ce gouvernement, c'est justement de faire en sorte que ces choses scandaleuses qui se déroulent encore aujourd'hui cessent, et qu'on arrive à avoir une situation sécuritaire qui soit une situation sécuritaire humaine. Pour l'instant, ce n'est pas humain. Et nous n'avons pas parlé, ça fait 1 heure que nous parlons, nous n'avons même pas parlé de la pauvreté, de la faim. Nous n'avons pas parlé de ça. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à la perception de corruption qui fragilise les CPD, le dossier particulièrement le dossier de la BNC? Est-ce que vous avez un commentaire? Oui, je souhaite que la vérité soit faite sur cette affaire. Il y a une enquête qui est en cours à l'ULCC, si j'ai bien compris, et il faut qu'elle aboutisse. Sur cette affaire comme sur d'autres. Hein. Sur cette affaire comme sur d'autres. Mais effectivement, c'est une affaire fâcheuse et il faudrait que la vérité soit connue. Voilà. L'ULCC a été saisi par le gouvernement et il faut qu'on aille au fond des choses. Donc moi, j'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette affaire. Est-ce que la relation Haïti et la France est en bonne santé après le passage que vous savez? J'ai la faiblesse de croire que oui. Je crois qu'effectivement, il y a une relation spéciale, parfois complexe, mais qu'il y a une relation qui est globalement bonne, et qui comment dire, la manière dont je voudrais conclure, c'est que depuis 3 ans, si j'ai eu une obsession, c'est de faire en sorte de mieux comprendre les réalités haïtiennes. Et malgré les obstacles sécuritaires qui nous ont empêchés à tous de véritablement découvrir le pays dans sa globalité. Donc j'ai essayé de remplacer cette incapacité, ces obstacles, par une poursuite systématique d'une conversation au long cours avec le plus grand nombre possible de composants de la société haïtienne. La société politique, la société économique, la société civile, le monde religieux, le monde des syndicats, le monde journalistique. Et c'est ça que j'ai essayé de faire de manière systématique. Certains d'ailleurs me le reprochent un peu en me disant que je parle à trop de monde, y compris des gens à qui je ne devrais pas parler. Moi, je pense qu'il est nécessaire de parler à tous, d'essayer de comprendre. Tout le monde a son point de vue. Le pays a une histoire complexe, notamment après 1986, une histoire très complexe. Et je crois qu'il est nécessaire de parler aux Haïtiens, aux responsables haïtiens, à ceux qui sont les observateurs aussi de cette vie politique, pour mieux la comprendre. Et quand on comprend mieux une situation, je crois qu'on agit en conséquence de manière plus posée, peut-être plus équilibrée,
Et c'est ce qui permet encore aujourd'hui d'avoir, disons, une vision, j'espère, la plus élargie possible. Bien sûr, on peut toujours faire plus d'efforts, etc. Mais voilà ce que j'ai essayé de faire. Est-ce que ça contribue à faire en sorte que la relation politique entre la France et Haïti soit bonne? Je le crois. Je le crois. Je crois qu'il fait. Je veux d'ailleurs à ce propos rendre hommage à une autre personnalité qui a fait le même travail, mais à Paris, pendant la même période, c'est l'ambassadeur Daoud, et avec lequel j'ai été à de très nombreuses reprises en contact. Et lui aussi a fait un travail formidable à Paris en termes d'approximation d'appréhension plus exactement des autorités politiques françaises pour les sensibiliser à la cause haïtienne. Monsieur, j'ai eu le privilège de démarrer. C'est encore à moi l'honneur de refermer l'interview. Je remercie l'ambassadeur de nous avoir accueillis chez lui. Il ne nous reste qu'à lui souhaiter succès, bonne chance pour sa prochaine mission. Ce sera en Afrique, au Gabon. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur, et je peux vous dire à bientôt. Merci à vous trois, et pour l'entretien toujours intéressant et sans aucune censure. Voilà, comme vous l'avez constaté. Voilà, et avec le minimum de langue de bois. Voilà. Merci à vous pour l'attention que vous avez toujours manifestée pour le travail de l'ambassade. Et je vous en suis vraiment très reconnaissant de votre disponibilité, de votre attention et de vos questions sans complaisance. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci, monsieur l'ambassadeur.